Sud Radio. Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 €. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, et la France qui reste debout, c'est notre semaine spéciale. Impuissance publique, a dit d'ailleurs Édouard Philippe tout à l'heure. Affaiblissement de la France. Et s'il y a un secteur qui est aujourd'hui très fragile, c'est la santé. Les déserts médicaux, une maladie chronique, c'est évidemment le thème ce matin que nous faisons en collaboration avec la presse hebdomadaire régionale. Et ce matin, nous aurons avec nous dans un instant Ludovic Ménard, qui est directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry. Beaucoup d'invités en direct du terrain. En fil rouge aussi, dans un instant, le docteur Gérald Kierzek, bien sûr, que vous connaissez. C'est le directeur médical de Doctissimo, auteur de beaucoup de livres. Et puis, vous également, 0826 300 300, 0826 300 300, vous pourrez témoigner. Bah oui, parce que qui va s'occuper de nous demain? Qui va s'occuper aussi de nos aînés, de nos plus anciens? Combien de semaines est-ce qu'il faut attendre pour consulter un spécialiste? Rien n'est foutu pourtant. Rien n'est foutu parce qu'il y a des Français qui se retroussent les manches, la France qui trouve des solutions, qui mobilise les bonnes volontés. C'est ce que nous voyons sur Sud Radio, avec des médecins à la retraite qui reprennent du service, des jeunes praticiens qui s'installent malgré tout en zone rurale ou sensible, des élus qui ouvrent des maisons de santé là où tout fermait, des taxis sanitaires, des réseaux d'entraide, des soignants itinérants. Heureusement qu'il y a cette France qui reste debout, qui bouge pour essayer de sauver ce système qui est quand même fragile. Gérald Kierzek, bonjour. Bonjour. La France qui reste debout à travers le secteur médical. Vous êtes médecin depuis des années aux urgences. Comment vous avez vu évoluer les choses au fil des années? Ça fait des années que ça va de pire en pire. C'est-à-dire qu'on a un système, vous parlez des déserts médicaux, ça c'est pour la médecine de ville, et les gens n'ont plus de médecin généraliste, ont des rendez-vous difficiles chez le spécialiste, mais c'est les urgences où on attend pendant des heures, c'est des interventions chirurgicales qui sont parfois obligées d'être repoussées. Bref, on voit bien que l'hôpital ou la ville, ça ne va pas ni pour les patients, et c'est un drame pour des patients qui ont un retard de soins, et qui dit retard de soins dit perte de chance en termes de maladie, en termes d'aggravation, mais ça ne va pas non plus pour les professionnels de santé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif il est commun, et actuellement on est dans un système où ni les gens qui prodiguent les services, ni les gens qui reçoivent ces services ne sont satisfaits, et j'allais dire c'est pas du tout pris en compte par les politiques actuellement. C'est-à-dire que les politiques, on voit bien qu'on tape d'un côté, on met... Pour l'instant, ils s'en occupent quand même, non? Il y a beaucoup de débats autour de justement des déserts médicaux, de la santé. Bien sûr, il y a beaucoup de débats, mais ça fait combien de temps que ce problème existe, et par qui a-t-il été créé? On voit bien que ça fait 30 ou 40 ans qu'on a un système qui s'aggrave. Collectivement responsable, non? D'une manière ou d'une autre, non? Collectivement, je dirais pas ça du côté des professionnels de santé, ni des patients. Non mais pardon, mais les patients, ils sont pas responsables de ça. Quand on dit aux gens, n'allez pas aux urgences, appelez le 15 parce qu'on filtre, ça c'est le mot un peu, c'est l'euphémisme de dire on filtre avant d'aller aux urgences. Globalement, on vous interdit l'accès avant de passer un coup de fil au SAMU qui est débordé. Donc on voit bien que ni les patients ni les professionnels ne sont responsables des politiques qui ont été mises en place ou de la dépense publique qui a été dépensée de manière déraisonnable depuis des décennies. C'est ça, parce qu'on met beaucoup d'argent. On met trop de pognon dans le système de santé. Pardon de parler comme ça. Un pognon dingue sur les dépenses sociales, mais un pognon dingue sur l'hôpital, un pognon dingue sur le Ségur. Rappelez-vous, un des derniers ministres de la Santé, enfin c'est pas le dernier parce qu'il y en a eu 7 ou 8 en quelques années, qui avait dit ah, ça y est, on va sauver l'hôpital, on met le Ségur, on a mis beaucoup d'argent, des centaines de millions, voire des milliards dans le système de santé, sauf qu'il est mal dépensé. Et en particulier, il est administré. Et c'est ça le problème, il est administré par une haute administration de la santé, les agences régionales de santé, différentes agences de contrôle, dans les hôpitaux, des postes de direction, de sous-direction, etc., par des gens qui ne sont pas sur le terrain. Il est là le problème, parce que pour être debout et pour faire des choses pragmatiques, il faut être sur le terrain. Alors justement sur le terrain, parce que dans les grandes métropoles, on trouve encore des grands hôpitaux. D'ailleurs, on a tout concentré dans les grandes métropoles. Et sur les territoires, il y a un moment donné, on fermait les maternités, on
on n'encourageait pas les médecins généralistes à aller sur le terrain. Il y avait beaucoup de spécialistes on a supprimé les gardes, on a complètement fermé. Heureusement, je le disais, il y en a quand même qui se bougent là actuellement sur le terrain. Oui, heureusement, ça tient que sur ça d'ailleurs. Ouais, Ludovic Ménard est avec nous. C'est pas forcément Ludovic Ménard qui se bouge lui-même, mais il fait bouger les choses. Il est directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry. C'est dans le centre de la France, pas très loin du côté de Châteauroux. Bonjour Ludovic Ménard. Châteauroux-Bourges, oui. Châteauroux-Bourges, voilà, c'est ça. Hein, vous précisez d'ailleurs, oui, où est-ce que vous êtes distribué, vous, Ludovic Ménard? Alors, l'Écho du Berry, il se trouve à La Châtre, donc près de Châteauroux dans l'Indre, et puis à Saint-Amand-Montron, près de Bourges. Voilà, et on est diffusé sur l'Indre, le Cher, l'Allier et la Creuse. Ah donc, oui, on connaît bien ces problématiques. Bien sûr. C'est ce que l'on appelle, vous êtes un journal de pays. On dit souvent la presse hebdomadaire régionale, mais c'est de pays, quoi, dans ces différents petits pays, bien sûr, dans ces départements, hein, Ludovic Ménard. Oui, c'est que en fait, on nous dit souvent on est le petit journal, et souvent c'est dit de manière affective plutôt que péjorative, parce qu'effectivement, bien sûr. On va parler du quotidien des gens, vraiment de ce qu'ils rencontrent et de ce qui leur arrive à longueur de journée. Et c'est vrai que nous, dans notre ligne éditoriale, c'est de porter ceux qui prennent l'initiative, qui prennent des responsabilités sur notre territoire pour montrer qu'on peut y vivre et avec une belle qualité de vie. Et d'ailleurs, vous parliez d'initiative, et c'est vrai qu'en matière de désertification médicale, évidemment, comme le politique, on va dire national, ne prend pas de fortes décisions, et il y a pas mal d'initiatives locales. Vous voyez, dans le Cher, il y a un cabinet médical itinérant dans le Cher. Il y a des maisons médicales qui marchent très bien, à Neuvy-Saint-Sépulcre, à la Souterraine, quand il y a des médecins aussi qui sont très actifs, qui sont proches des universités. On a les centres de santé de médecins solidaires, vous savez, qui viennent intervenir une semaine par an à Charenton-du-Cher, à Reuilly, à Agen. Voilà, mais tout ça, c'est un peu des pansements sur une jambe de bois, parce que tout à l'heure j'entendais le médecin. Il ne faut pas oublier que quand même il y a eu une connivence, on va dire, pendant les années 80-90 en faisant baisser le numerus clausus, le nombre d'étudiants qui rentraient en deuxième année de 8000 à 4000, voire à 3500. C'était même avant, c'était les années 70. Hein. Ouais, années 70 jusqu'à 90, quoi. Ouais. Voilà, on paye aujourd'hui tout ça. Là, c'est une génération de médecins qui nous manque, et évidemment sur le terrain. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est compliqué. Et vous le disiez, là, cette semaine, on doit faire un sujet sur les allergies. Qu'est-ce qu'on dit pour mieux prévenir les allergies ? Il faut les traiter précocement. Dans l'Inde, il y a 3 allergologues, vous imaginez, pour 200 000 habitants. Donc forcément, c'est compliqué. Un pédiatre pour les enfants, c'est totalement oublié. Donc la prévention, elle est mise de côté. Et forcément, après, on ne traite plus que les urgences. Quand on n'a plus de médecin généraliste traitant, ce qui est le cas de beaucoup de monde, on se tourne vers quoi ? Vers les urgences. Voilà. Donc localement, c'est vrai, difficulté, Ludovic Ménard, d'avoir des généralistes, parce que les médecins de famille, progressivement, quand ils ne sont plus là, on a du mal à en attirer en fait de nouveau. On verra dans un instant. Et les spécialistes, parfois il faut 3-4 mois, il faut aller. Par exemple, vous, quand on est du côté de la Châtre, si on veut un bon spécialiste, il faut aller où alors ? Est-ce qu'il y en a en fait à la Châtre, ou alors il faut aller beaucoup plus loin du côté de Châteauroux, à Bourges, à Poitiers, ou même monter jusqu'à Tours, si je puis dire. Alors, l'exemple le plus criant, c'est le cardiologue, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à pas mal de personnes. Donc, il y a quelques solutions à Châteauroux et à Bourges, mais bien souvent, nous, les berrichons, on se tourne vers Tours, Limoges, Clermont ou Paris pour avoir des rendez-vous dans des délais satisfaisants, vous voyez. Ouais. Carrément. Parce la question qu'il faut se poser, chez le cardiologue jusqu'à Paris, alors qu'on est là-bas, on est grosso modo, quand on est à la Châtre, on est à 300 km, 280-300 km de Paris, quoi. Hein, oui, c'est ça, à peu près, c'est ça. Bon. Et il n'y a pas de cardiologue. Dans les environs, très compliqué d'avoir un rendez-vous. Alors 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard. Et souvent, il y a des gens qui ont besoin. Alors évidemment, on peut pas, il faut pas non plus dramatiser totalement, parce que si vous allez aux urgences avec un enfant, vous voyez, par exemple, généralement, les services des urgences vont essayer de le traiter tout de suite. Et puis s'il y a quelqu'un qui est vraiment en urgence vitale, évidemment qu'il va être traité. Par contre,
si vous, faute de médecin ou faute de possibilité de pouvoir être consulté pour, je sais pas, un problème de deuil ou de quelque chose comme ça, bah vous risquez de passer un bon moment aux urgences, puis parce que vous avez plus de médecin de famille, parce que l'exercice de la médecine a aussi changé. On a des jeunes qui veulent pratiquer en collaboration. Alors on fait beaucoup de maisons de santé. Vous savez, les collectivités mettent beaucoup la main à la poche pour qu'il y ait des conditions d'exercice qui soient satisfaisantes, mais à vrai dire, c'est presque insuffisant. Je pense qu'on arrive effectivement au bout de... Voilà, on a laissé un petit peu la médecine libérale pouvoir faire un petit peu ce qu'elle voulait, en disant en confiance, on va faire ce qu'il faut. Je crois que la profession, elle est prête à avoir délocalisé les enseignements, à avoir délocalisé l'internat, mais aussi l'externat. Il faudrait qu'elle s'exprime, moi je trouve, plus. Parce que là, on a l'impression d'être laissé un peu au milieu du gué. Oui, ça c'est vrai. Et je parle pas en fait des maternités de proximité, des petits hôpitaux qui ont disparu, parfois aussi des maisons de retraite et des EHPAD, parce que on voudrait maintenir les gens à domicile, mais on ne peut pas toujours pour des personnes âgées. Gérald Kierzek, vous voulez ajouter un mot à ce que dit Ludovic Ménard? Il faut se poser la question, pourquoi on n'a plus de médecins généralistes, pourquoi on n'a plus de jeunes qui veulent s'installer, pourquoi on n'a plus de cardiologues? Alors, il y a un problème quantitatif, évidemment, le fameux numerus clausus qui a été remonté. Après, il faut faire attention, le Conseil de l'ordre vient d'alerter sur le fait qu'on aura peut-être trop de médecins aussi. C'est vrai que les modes d'exercice... Dans 20 ans. Oui, dans 10 ou 20 ans, mais il y a peut-être d'autres modes d'organisation, il y a d'autres professions à qui on peut déléguer un certain nombre de tâches. Moi, je voudrais juste revenir sur les conditions de travail. Les infirmières, par exemple. Bien sûr, si les jeunes ne veulent plus s'installer en médecine générale, parce qu'ils n'ont pas envie, en fait, de s'installer à 25 ou 30 ans et d'être coincés dans cette spécialité, dans ce mode d'exercice pendant 35 ans. Un jeune ou une jeune, puisque 80% des futurs médecins sont des femmes, un jeune médecin n'a pas très envie d'avoir des conditions d'exercice où il faut faire de l'abattage, pardon du terme, mais pour pouvoir avoir une survie économique aussi, puisque c'est de la médecine libérale, il faut faire de l'abattage. C'est compliqué aussi pour un médecin généraliste d'avoir le rendez-vous chez le cardiologue, donc il va passer son temps à faire de l'administratif, à passer des coups de fil, etc., sans aucune évolution de carrière. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on choisit sa spécialité au début de son cursus, globalement, quand on a 25-26 ans, et vous êtes coincé dans la spécialité, sauf exception, jusqu'au bout. Et le métier de médecin généraliste est épuisant. Vous parliez des urgences. Évidemment que les urgences traitent les problèmes vitaux, sauf que c'est pas le boulot des urgences de traiter tout ce qui est de l'ordre de la médecine chronique, de la prévention, vous l'avez très bien dit, ou de la médecine de prévention, tout simplement. Donc, se pencher sur les questions d'attractivité de la profession. Pourquoi les jeunes ne veulent plus y aller? Pourquoi on n'arrive pas à les inciter? Or là, l'impression qu'on a, c'est que on subit au même titre que les patients, et on se retrouve maintenant avec une espèce de pistolet sur la tempe en disant tu vas aller t'installer à tel endroit. C'est pour ça que les jeunes médecins, notamment, revendiquaient il y a quelques semaines. Oui, on va en parler dans un instant avec Loïc Kervran, qui est justement le co-signataire de la proposition de la loi Garot là, sur la régulation de l'installation des médecins. On va en parler avec Ludovic Ménard, toujours avec nous, directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry. Je veux souligner au passage l'importance de cette presse hebdomadaire régionale qui fait remonter toutes les informations. On en parlera et qui fait vivre et vibrer en fait les territoires. Et puis le docteur Gérald Kierzek qui est avec nous. Nous continuons La vérité en face, la France qui reste debout jusqu'à 10h sur Sud Radio, évidemment. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Patrick Roger. Et la France qui reste debout, c'est notre semaine spéciale en collaboration avec la presse hebdomadaire régionale. Et ce matin, c'est avec l'Écho du Berry. On a vu la situation sur les déserts médicaux. On l'a appelé les déserts médicaux une maladie chronique. Bah oui, parce que ça revient effectivement en permanence et depuis quelques années, on a du mal à trouver des solutions. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de fermetures de services, des kilomètres à parcourir pour accoucher, soigner, simplement obtenir un rendez-vous. Ce que nous disait Ludovic Ménard qui est avec nous, qui est avec nous et qui est de l'Écho du Berry, qui nous disait que parfois, pour trouver un cardiologue, quand on est au centre de la France, il faut aller jusque Tours ou jusqu'à Paris, c'est-à-dire à 300 km de là, parce qu'on n'en trouve pas. Donc il y a un gros problème autour de cela. C'est ce qu'on essaie de voir dans la France qui reste debout, parce que à côté de ça, il y a quand même des généralistes, il y a des spécialistes, il y a des aides-soignants, des directeurs de petits hôpitaux qui essaient de se bouger en fait localement, et des élus locaux, que ce soit des maires ou des députés, comme par exemple Loïc Kervran qui est avec nous, député Horizon du Cher, co-signataire de la proposition de loi Garot sur la régulation de l'installation des médecins. Bonjour Loïc Kervran.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on évoquait avec Gérald Kierzek, notre médecin qui est avec nous en fil rouge ce matin, qui est le directeur éditorial du site Doctissimo, que c'est pas contraindre les médecins, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Avec votre loi, c'est quand même ce que vous voulez essayer de faire, quoi, hein, Loïc Kervran. C'est un petit morceau de contrainte. En fait, le principe, ça reste la liberté d'installation sur 85% du territoire. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a 15% du territoire qu'on dit surdoté en France. Ce sont des villes comme Biarritz, comme Nice. Ouais. Et de l'autre côté, on a des territoires comme le mien où les gens en viennent à mourir parce qu'ils n'ont pas de médecin généraliste, qu'ils n'ont pas de consultation à temps. Et donc la France, elle doit dire, je crois, aux médecins de s'installer simplement là où on a besoin d'eux. C'est 85% du territoire. Là, on garde la liberté d'installation. Simplement, on dit stop à creuser l'écart et stop aux installations dans les zones qui n'en ont plus besoin. Ouais, Gérald Kierzek, vous comprenez ça, ce raisonnement de Loïc Kervran? J'entends le raisonnement. Je pense que le raisonnement, il est commun avec les médecins. Les médecins ne veulent pas laisser mourir les malades. Bien évidemment, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Les médecins, ils s'installent dans les endroits où ce sont des déserts tout court, parce qu'on parle de déserts médicaux. En fait, c'est toute la politique, j'allais dire, d'aménagement du territoire qui est à revoir. Depuis des décennies, en fait, on a aussi bien sur le plan médical que sur le plan des services publics, par exemple, paupérisé les territoires. Et donc, comment voulez-vous qu'un médecin s'installe? Je vous disais, c'est plutôt des femmes qui s'installent, qui ont une vie de famille à construire. Il y a 80% des personnes qui sortent de médecine, des études de médecine, sont des femmes. 80%. Oui, 80% qui rentrent en deuxième année. Ah oui, d'accord. Et donc, comment voulez-vous motiver un jeune médecin à s'installer dans un désert tout court? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voies SNCF. Il n'y a plus de voies, il y a plus de lignes SNCF, parce que les petites lignes SNCF ont été supprimées. Oui. Les écoles, c'est compliqué aussi. Donc, on voit bien que c'est pas qu'une problématique de déserts médicaux. Donc jeter l'opprobre un peu sur les médecins en les traitant d'irresponsables parce qu'ils ne veulent pas s'installer, je trouve que pour la profession qui en prend déjà plein la figure, qui fait vous avez ce qu'elle peut... que les médecins il y a un médecin bashing qui est assez terrible, mais il n'y a pas que le médecin bashing d'ailleurs, les aides-soignants, les infirmiers, pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi il y a autant de démissions? Vous savez, les internes, c'est pas une sinécure de faire son internat. On sait qu'il y a plus d'un interne sur deux qui a des signes de burn-out par exemple. Et rajouter une contrainte, ça va pas aider globalement à ce que la profession soit bien, et on s'en fout à la limite que la profession soit bien ou pas. Vous allez me dire, c'est pas le problème. Ce qu'on veut, c'est être bien soigné. Mais pour être bien soigné, il faut soi-même être bien, parce que sinon, ça va être des gens qui vont refuser de s'installer, qui vont dévisser leurs plaques, qui ne vont plus du tout aller faire des métiers de soins. On a des gens qui partent soit à l'étranger, soit faire autre chose. Et je crois que c'est pas du tout l'objectif. Donc on l'entend, hein, bien sûr, ces problématiques de déserts médicaux. Parce que quand vous avez rédigé ce rapport, vous avez enquêté, vous avez auditionné, vous avez regardé en fait la situation. Quelle est-elle face à vous? Quelles sont les revendications des uns et des autres, des populations en fait localement qui ont besoin de médecins, et puis et des médecins, Loïc Kervran? Oui, il y a une demande très forte dans la population de la régulation de l'installation, parce qu'on ne comprend pas pourquoi en France il y aurait des citoyens de seconde zone qui n'auraient pas le droit d'avoir accès aux soins. Sur les médecins eux-mêmes, moi j'ai une vingtaine de médecins du sud de Cher qui ont écrit avec moi au ministre de la Santé pour dire réguler l'installation. Nous on n'en peut plus, on est tout seul, on a trop de travail, on refuse des patients. C'est pas ça qu'on veut pour la médecine, on est favorable à la régulation de l'installation. Donc c'est vrai qu'il y a une vision syndicale et parfois ordinale de l'ordre aussi, mais encore que ça dépend des départements, opposé à toute régulation, alors que je rappelle quand même que toutes les autres professions de santé maintenant sont régulées, que les dentistes eux-mêmes ont fait un pas vers ça. Mais ça, c'est la vision syndicale. C'est comme si vous vouliez confier la réforme de la SNCF à Sudra. Il y aurait des résistances. Et bien là, c'est la même chose. Parce que la demande, elle est là. La demande des citoyens, elle est quasi unanime. Il y a besoin de médecins. Aujourd'hui, la question, c'est plus de ne pas avoir un médecin traitant. C'est qu'il y a des territoires où on n'a plus de médecin tout court. Et vraiment, moi, je m'insurge contre l'idée que ces territoires seraient des déserts tout court. Dans un désert, il n'y a personne qui vit. Là, il y a des Français qui vivent. Ils ont le droit aux soins. Et vous savez, si un député il peut vivre dans mon petit village du sud du Cher, je pense qu'un médecin peut vivre aussi. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'école, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de ligne de train. Vous prenez Saint-Amand-Montrond, la sous-préfecture du Cher, il y a un réseau scolaire qui est excellent, il y a une liaison directe ferroviaire avec Paris, etc. Il faut arrêter avec ça. Où on monsieur, non mais c'est un peu démagogique d'entendre ça. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on a une administration qui est en train d'essayer de réguler, de contraindre, de taper à la fois sur les
médecins, de taper sur les infirmières aussi. Vous prenez l'exemple d'autres professions. Pourquoi taper ? Mais si, d'autres professions comme les infirmières, elles sont régulées. On a des territoires, malgré la régulation, où il n'y a pas d'infirmières. Parce que ce qui va manquer, ce sont les forces vives, en fait. Ce sont les gens qui vont dire, on en a marre, on ne veut plus exercer ces professions de soins. C'est ce qu'on est en train de voir avec des gens. C'est un problème de rémunération, peut-être, d'ailleurs. Oui, mais c'est toujours un problème de rémunération. Payer un médecin généraliste à 25 € la consultation, c'est passé à 30. Oui. Mais enfin, on voit bien que ça fait 20 ans que ça n'avait pas évolué. On voit bien qu'à un moment donné, le soignant, et quand je dis le soignant, c'est pas que le médecin, parce que moi je suis pas syndiqué, donc j'ai pas de problème avec ça sur le côté syndicaliste ou ordinal. C'est une discussion de bon sens. Le bon sens, les médecins, les infirmières, les aides-soignants veulent pouvoir exercer leur métier correctement. Or, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans les déserts entre guillemets médicaux ou autres, on est obligé de faire de l'abattage, de faire de la productivité. Et pardon, monsieur le député, mais c'est ce qui a été mis en place par vos prédécesseurs, par des gens qui ont une formation sciences politiques, ENA, école de santé publique, et qui nous envoient dans le mur depuis 30 ou 40 ans. C'est pour ça que c'est le terrain qui parle là aussi. Non mais c'est pas le terrain. Avec Loïc Carvan, avec l'ensemble de nos invités. C'est pour ça que nous proposons des choses très, très différentes. Mais après avoir créé, c'est un peu le pompier pyromane, après avoir créé cette situation. Oui, moi je suis trop jeune élu pour assumer la responsabilité. Oui, mais quand je dis vous ou d'autres de vos condisciples de Sciences Po ou de l'ENA ou d'écoles de commerce qui ont essayé de réguler les choses. Si on se dit les choses, c'est aussi en accord avec la profession médicale. Le numerus clausus, par exemple, moi je suis très fier, ça a été un de mes premiers votes en 2018, la suppression de cette aberration. Ça a été une co-construction en réalité entre le monde politique et les médecins. Pour numerus clausus qui n'a pas été supprimé. Ça n'a pas été supprimé. C'est un numerus apertus maintenant, mais il y a toujours un nombre. Et j'allais dire heureusement qu'il y a un nombre qui est fixé. Oui, et on en est où d'ailleurs justement le projet là de régulation de l'installation des médecins, parce qu'il y a eu des navettes parlementaires. Loïc Carvan, il va voir le jour précisément ce texte ou pas ? Oui, donc on a deux textes législatifs en ce moment. Il y a un texte qui a été adopté par l'Assemblée qui prévoit la régulation comme je vous la décrivais, c'est-à-dire qu'on interdit l'installation dans les zones surdotées et pour le reste du territoire, on laisse la liberté. Donc les médecins vont là où on a besoin d'eux. Et il y a un autre texte qui a été adopté au Sénat qui reflète plutôt la vision gouvernementale, qui imposerait en gros 2 jours par mois de consultation des zones les mieux dotées vers les zones les moins bien dotées. Et nous ne savons pas très bien encore comment tout cela va se terminer. Bah non, d'autant qu'il y a des incertitudes au niveau parlementaire, hein, donc ça c'est vrai, tout à fait. Et gouvernemental. Merci d'avoir été avec nous. Nous poursuivons dans un instant avec Ludovic Ménard qui est toujours aussi avec nous, rédacteur en chef de l'Écho du Berry, directeur également. Et dans un instant, vous savez qu'il y a un mouvement en ce moment et aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, des taxis et des taxis sanitaires, parce que bien souvent, on a besoin. Il y a notamment des malades, mais aussi des personnes qui sont âgées, qui ont du mal à se déplacer. Et comme les médecins sont de plus en plus loin ou les spécialistes, il faut les emmener aux hôpitaux. Et qu'on a fermé les hôpitaux de proximité, les maternités de proximité, les centres de dialyse qui ont été fermés. Ça coûte très cher tout ça. Ça coûte bien très cher. sûr, mais encore une fois, qui a pris ces décisions ? Ce sont ni les patients, ni les professionnels de santé. Et on est en train de payer les pots cassés. Allez, nous serons avec un taxi justement dans un instant, taxi sanitaire. Et nous allons poursuivre la vérité en face. La vérité en face, c'est la France qui reste debout jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Je voudrais bien un spécialiste, mais il est à 250 km de chez moi. C'est un peu ce que l'on dit parfois dans les territoires, en dehors des grandes métropole où il y a quand même une bonne densité de médecins. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le sujet de la France qui reste debout. Aujourd'hui, les déserts médicaux, une maladie chronique, en partenariat avec la presse hebdomadaire régionale, et Ludovic Ménard qui est avec nous, directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry, toujours avec nous. Vous avez entendu, Ludovic Ménard, les propos là depuis une demi-heure. Vous-même, vous y avez participé. C'est ce qui ressort quand vous allez sur le terrain pour mener vos enquêtes pour votre journal? Oui, mais c'est vrai que ce qui est un peu dur, c'est qu'on voit, il y a quand même des médecins chez nous qui se battent, franchement, pour offrir les meilleures conditions d'accès aux soins. Il y en a vraiment qui sont à l'initiative, qui essayent d'être en rapport avec les universités, qui essayent de trouver des idées.
Mais je pense que ce qui peut être regrettable, là, tout à l'heure, le docteur Kierzek a dit vous les politiques, on a l'impression d'entendre, vous savez, nous aussi on nous dit vous les médias parfois. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire, vous les médecins aussi, parce que je crois qu'ils participent aussi à un peu un cercle vicieux depuis un moment. Moi, je me souviens de mon médecin de famille, il y a 20 ans, parce que ça fait un moment que j'en ai plus, qui disait « Ah ben les gardes, moi maintenant, je les fais plus parce qu'il n'y avait plus que moi qui les faisais ». Et c'est vrai qu'il y a un changement aussi chez les médecins de l'exercice qu'il faut aussi assumer, parce que vous savez que maintenant, il y a beaucoup de maisons de santé et de cabinets médicaux, et souvent, c'est les collectivités qui mettent la main à la poche pour les communs, pour une secrétaire, et je trouve que cet exercice, il a changé. Puis les médecins, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont un chiffre d'affaires garanti quand même. Hein. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois que j'imprime un journal, il soit vendu. Et là, quand même, derrière, il y a une patientèle presque assurée, et peut-être que derrière ça, ils ont un petit devoir. Moi, je veux vraiment pas jeter l'opprobre sur les médecins de chez nous, parce que franchement, ils font ce qu'ils peuvent, ils font le maximum, et c'est vrai qu'ils sont pas très loin du burn-out, mais là, on sent bien que on atteint une limite. Là, il y a François Bayrou qui a lancé un plan d'urgence d'ailleurs pour ça, puisqu'il dit que c'est le plan de la dernière chance. Ils se mettent en opération commando pour essayer d'inciter les médecins à aller au moins 2 jours par mois dans les zones rouges, comme ils disent. Donc, on sent quand même bien qu'il y a une urgence, quoi. Et c'est vrai que, on entend souvent la parole syndicale, ordinale, et c'est pas nécessairement celle qui est portée par nos médecins locaux. Oui, Gérald Kierzek va vous répondre, mais on est aussi avec, il y a des appels au 0826 300 300, on va y revenir, hein, Gérald, là-dessus, sur les médecins, mais les médecins qui, eux, déplorent depuis des années la paperasse. Ils disent aussi, on a trop d'administration, on n'a pas été réévalué à un moment donné, il a fallu s'équiper avec les ordinateurs, c'est un peu compliqué, tout n'est pas lié, etc. Je comprends, en fait, les deux parties, justement, et puis des nouvelles façons de vivre aussi, des médecins qui veulent plus faire 70 heures comme ils faisaient 70 heures pour les médecins de famille comme on avait, hein, mon cher Ludovic, il y a quelques années. Je le disais, donc il y a un mouvement aujourd'hui et depuis hier des taxis et des taxis sanitaires parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien remboursés ou qu'il va y avoir une diminution dans la prise en charge. On est avec Florian Barrier qui est taxi sanitaire, lui en zone rurale justement, du côté vous êtes en Indre-et-Loire, hein, c'est ça, Florian Barrier? Oui, c'est ça, à côté de Tours, oui. Voilà, c'est ça. Bonjour. Vous êtes un maillon indispensable aujourd'hui de ce maillage de la santé territoriale, quoi, parce que vous vivez beaucoup de ça, du transport de malades, où parfois il faut faire beaucoup de kilomètres. Hein. C'est ça, beaucoup de kilomètres, en sachant que certains de mes collègues et moi-même sommes entre 90 et 99% de notre temps de travail, c'est que du médical. Oui. Que 80-90% du médical, quoi. C'est ça, tout à fait. Même certains qui approchent les 100%, donc ils ont vraiment que le médical avec qui ils travaillent. Ouais. Qui est-ce que vous transportez alors ? Alors des personnes qui vont soit en chimio, en radiothérapie, les dialyses, les consultations, tout ce qui va sur les centres hospitaliers pour diverses choses. Ouais, avec souvent beaucoup de kilomètres à faire, quoi. Bien sûr, parce que quand on est implanté en milieu rural ou semi-rural, hein, bien sûr, il faut aller. Vous allez jusqu'où, vous, par exemple, de là où vous êtes en Indre-et-Loire? En Indre-et-Loire, on va jusqu'à la limite de l'Indre-et-Loire et après on peut aller sur les hôpitaux de Paris, Nantes, Angers qui sont autour de nous. Ouais. Et là, c'est des courses à combien ? Alors aujourd'hui, c'est des courses qui sont à entre 450 euros. Ah oui, non mais ouais. Et tout n'est pas pris en charge, ou tout est pris en charge? Si, quasiment en fait aujourd'hui. Hein. Alors, tout est pris en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles, mais aujourd'hui, voilà, c'est une grosse partie de notre travail. Oui, de votre travail. Alors, on dit souvent qu'il faudrait essayer de regrouper les rendez-vous plutôt que d'emmener quelqu'un à un endroit en fait un jour, 2 jours après de l'emmener en fait ailleurs. Est-ce que ça vous arrive, ça, Florian Barrier ?
Alors ça arrive, oui, que des fois, oui, on emmène une personne et une journée ou deux après, il a un autre rendez-vous au même endroit. Oui, ça serait bien de regrouper les consultations ou les examens pour qu'ils soient faits en même temps. Et ça ferait une grosse dépense en moins pour la caisse aujourd'hui, quoi. Ouais. Parce que vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la caisse d'assurance nationale maladie qui veut faire des économies, qui dit bon, il faudrait quand même que on revoie un petit peu ça. Et puis vous, c'est devenu aujourd'hui votre revenu principal. Mais vous comprenez que ça coûte en fait quand même très cher, quoi. Hein. Ah, on le comprend tout à fait. Après, c'est vrai que si demain les taxis ne font plus ce transport de personnes, ça va être très compliqué pour les gens d'aller se faire soigner. Et il y a des gens qui vont être délaissés, alors que parce que nous, ça sera pas viable pour nos entreprises d'aller les chercher. Parce que la CPM veut nous dédommager en fait. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut faire des efforts au niveau de la sécurité sociale, mais à côté de ça, il faut que nos entreprises puissent continuer à vivre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une perte avec la nouvelle convention qui passe en force, parce qu'il faut le dire, cette nouvelle convention est passée en force depuis vendredi soir. Sans négociation plus que ça avec nos syndicats. Il y a eu des négos qui ont été faites, mais aujourd'hui, vu que ça a duré, je pense, un peu de temps, ils ont passé vendredi soir ce texte en force, et aujourd'hui, on a juste à signer la convention et à accepter les conditions qu'ils nous ont données, en fait. Et ça changera quoi pour vous, très concrètement, sur une course, avec cette nouvelle convention, ou sur les courses? Aujourd'hui, si vous voulez, c'est alors si on parle en global, c'est à peu près sur l'année, c'est une perte entre 30 à 35% voire même 40% de chiffre d'affaires sur une entreprise. Donc aujourd'hui, ça sera, il y a des entreprises qui vont tomber, quoi. On comprend donc cette difficulté. Alors, il y a possibilité de transiger, de trouver en fait un accord quand même pour revoir, pour qu'il y ait peut-être des économies et que vous, ça ne vous mette pas par terre, puisque c'est ça pour certaines entreprises. Hein. C'est ça. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'accord, comme je vous dis, ça a été signé vendredi soir au journal officiel. Aujourd'hui, il faut prendre le texte comme il est. On va recevoir la nouvelle convention dans nos boîtes mail à signer, et il faudra la signer dans l'état actuel. Si vous la signez pas, vous serez déconventionné, et malheureusement, les entreprises qui font principalement que du médical, ça sera fini pour eux, et les salariés qui vont suivre derrière aussi, quoi. Ouais. Non, mais on comprend parfaitement la situation, et c'est justement quand merci. Florian Barrier d'avoir été avec nous. Gérald Kierzek, quand on parlait de l'aménagement et de la répartition en fait des médecins, des hôpitaux de proximité, etc., des spécialistes, on comprend tout. Quand ce sont des courses à 300, 400 euros, évidemment, et ça quand coûte cher à la parlait sécu, des décisions aberrantes depuis des dizaines d'années où on a fermé des structures de proximité, ça veut dire pour faire sa dialyse, il faut bien y aller à la dialyse. Il faut bien aller deux à trois fois par semaine, et donc heureusement qu'il y a les taxis, les véhicules sanitaires légers pour pouvoir amener les patients. Ce que je veux dire par là, c'est que sans être ils sont tous pourris du côté des politiques, c'est quand même depuis 30 ou 40 ans que ces décisions ont été purement administratives, de faire des économies sur le territoire en fermant les structures de proximité. Et donc du coup, ces économies, il a fallu dépenser finalement plus ou mal de l'autre côté. Alors je comprends ces entreprises, il y a probablement de l'optimisation à faire. Ce que propose l'assurance maladie, c'est éventuellement de regrouper des trajets ou plusieurs patients. Alors attention, parce qu'il y a des patients sous chimiothérapie qui ont risque d'infection, etc. Gérald, nous avons du côté de Marignane, là, on était dans le centre de la France, en Indre-et-Loire. On descend à Marignane avec Sébastien, qui est chauffeur de taxi et qui participe justement à la mobilisation pour ça, qui est concerné, qui est du côté de l'aéroport de Marseille-Provence. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bon, comment ça se passe en fait du côté de Marseille-Provence sur ce mouvement des taxis là ce matin? Alors, grosse mobilisation des confrères dans les Bouches-du-Rhône. 3 points de mobilisation. L'aéroport Marseille-Provence, bien sûr, place Castellane à Marseille, et la gare TGV d'Aix-en-Provence. En ce qui concerne donc nos revendications, je vais juste reprendre ce que disait Florian Barrier. Et vous-même d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas de taxi sanitaire. Je refute cette appellation. Il n'y a pas de taxi sanitaire. Il y a des confrères taxis qui effectuent des transports à la fois sanitaires, mais également privés.
Moi, pour ma part, j'effectue tout type de transport, sanitaire et autres. En l'occurrence, notre profession souffre maintenant depuis de nombreuses années de la concurrence déloyale des plateformes VTC. Ah oui. Et si vous voulez, nombreux taxis à travers le territoire ont été contraints de combler leur chiffre d'affaires par du transport dit sanitaire. Ah oui, oui. Aujourd'hui, la tarification que veut nous imposer l'assurance maladie n'est plus viable pour nos entreprises. Voilà, parce que elle se fout complètement de nos charges fixes. Et si vous voulez, on arrive à un stade où on a perdu énormément de notre clientèle et de notre chiffre d'affaires via cette concurrence déloyale des plateformes VTC. Et d'un autre côté, on en vient à perdre, si vous voulez, notre comment on pourrait dire, notre route de secours, qui était le transport sanitaire pour la viabilité économique de nos entreprises. Donc pour moi, les deux combats sont essentiels et il n'y en a pas un plus important que l'autre. Il faut absolument sauver nos entreprises. Nous sommes quand même un maillage du territoire. Non, mais ça, c'est vrai. Essentiel, bien sûr. Oui. Merci, Sébastien. On va suivre ça. On comprend, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le sujet que nous évoquons, nous, des déserts médicaux et une maladie chronique, effectivement, sur l'ensemble du territoire. Et puis de l'autre, là, c'est un problème interne, en fait, à l'ensemble des taxis, avec les plateformes qui sont venues apporter une concurrence aux médecins, aux taxis traditionnels, qui s'étaient reportés sur le transport sanitaire. Et on voit bien que ça tire dans un sens, ça fait marche avant et marche arrière. Tout à l'heure, on employait l'expression de cautère sur une jambe de bois. Le problème, c'est qu'il faut changer la jambe. On a un système où on met des rustines, finalement, et qu'on n'a aucune vision d'ensemble, une vision stratégique. Quand je parlais de l'aménagement du territoire, c'est pour motiver un médecin généraliste à venir, il faut qu'il y ait un hôpital de proximité, il faut qu'il y ait une maternité de proximité. Les centres de dialyse, ça éviterait des transports sanitaires, et en termes de confort, ça serait quand même super bien pour les patients d'être à côté de chez eux. C'est pareil pour le maintien à domicile dont vous parliez, Patrick, tout à l'heure. On voit bien que le territoire, en fait, il a été déshabillé. Donc on demande à des fantassins qui sont les médecins généralistes, les infirmières de première ligne, d'être là tout seuls. Le niveau de proximité, maternité, hôpital de proximité, il a disparu, de même que la maison de retraite, j'allais dire, ou l'établissement qui pourrait accueillir. Et on a tout concentré sur des hôpitaux qui sont à 200 km. Donc forcément, il faut y aller à ces 200 km. Et donc ça, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est ce que nous abordons dans la France debout. On va continuer parce que nous sommes ensemble jusqu'à 10h, évidemment, sur Sud Radio, avec ce matin le partenariat de l'Écho du Berry. Juste avant ça, tiens, petite parenthèse, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce week-end, c'est quoi? Dimanche? C'est la fête des mères. Et ben voilà, la fête des mères. Et nous vous offrons toute la semaine un bracelet de la collection lettres de la marque Le Vent à la française.com. Vous pourrez avoir les lettres, etc., le personnaliser. C'est pour vous. C'est le 12e appel au 0826 300 300. 0826 300 300. Manu est très content de vous répondre. Comme d'habitude, et nous continuons la vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, c'est la France qui reste debout sur la médecine ce matin, avec toutes ces difficultés de trouver un médecin spécialiste autour de soi, des petits établissements, et parfois des médecins, mais aussi des infirmières. Vous l'avez évoqué, Gérald Kierzek, vous avez eu raison d'ailleurs, ça a suscité un appel au 0826 300 300. C'est Marie-Alice d'Agen qui est avec nous. Bonjour Marie-Alice. Bonjour. Vous vouliez témoigner, hein? Oui, par rapport à la désertification, bien sûr. Je suis confrontée en tant qu'infirmière libérale en semi-rural à ce manque de médecins, de praticiens. Oui. Bien que nous ayons mis en place, via la CPTS du Grand Agenais, un relais, mais cela s'avère très compliqué. Un médicobus aussi est mis à disposition dans le département. C'est un minibus. Vous avez dit un bus? Non, j'ai pas bien compris. Hein? Oui, c'est ça. Un médicobus. Un médicobus, oui. Comme ça se fait dans le Berry, là où nous étions à l'instant aussi avec Ludovic Ménard. Oui, ça se fait de plus en plus. Ça. Ouais. Oui, pour nous aider à... Ah, ça ne passe pas. Oui. Pour nous aider à pallier à ce souci
de désertification. Ouais. Ouais. Merci Marie-Alice, j'ai voulu prendre votre témoignage. La ligne n'est pas très très bonne et j'imagine parce que vous êtes en tournée entre guillemets. Oui, quand on parle de désert tout court, on n'a même pas une couverture nationale pour le téléphone et on nous parle de télécabines ou de téléconsultations qui vont remplacer les médecins ou les infirmières. Justement, là-dessus, ce sera jeudi. Ce sera notre programme de jeudi. Xavier Roy est avec nous aussi, docteur urgentiste, médecin du sport du côté de Châteauroux, qui est favorable à une forme de régulation, justement. Bonjour Xavier Roy. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup effectivement évoqué ce problème de régulation. Vous y êtes favorable ? Oui, alors moi je suis favorable. Moi, ça fait 28 ans que je suis dans l'Indre. L'Indre, c'est le département le plus sous-médicalisé de la France métropole. Il y a juste derrière nous Mayotte et la Guyane, je crois, on fait au niveau des dom-toms. Ouais. Et on est dans une situation catastrophique. Moi, je le vois à chaque garde aux urgences, quand je suis dans le service. C'est-à-dire on a 40% des Indriens qui n'ont plus de médecin traitant, et ce qui fait qu'il n'y a plus aucun suivi. Alors on a heureusement des médecins traitants très 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 motivés qui voient 1500 à 2000 personnes, mais on a quand même 40% et c'est les patients qu'on voit aux urgences et ça provoque vraiment des drames humains et on commence à avoir un début de surmortalité. Par exemple, ma dernière garde, juste pour donner un exemple très très concret, on a un patient qui n'avait pas de médecin traitant depuis 7 ans. Il a écrit partout, au Conseil de l'Ordre, il a écrit à l'assurance maladie, on n'a pas eu de médecin traitant, donc tant pis, il n'a pas été suivi. Ce médecin, vous savez, le marqueur des cancers de la prostate, s'appelle les PSA, est inférieur à 5 il y a 7 ans, à 1,4. Il est revenu aux urgences pour une fracture du col du fémur, et en fin de compte, la fracture du col du fémur, c'était une métastase d'un cancer de la prostate qui s'était développée pendant les 7 ans, et les PSA étaient à 4000. Voilà. Et donc, ce monsieur a une espérance de vie de quelques mois, alors qu'il aurait eu un médecin traitant, il avait 15-20 ans de vie devant lui, le cancer de la prostate aurait été diagnostiqué tout de suite. Et donc on a ce drame que l'on voit tous les jours et c'est vraiment, ça ne peut plus durer comme ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une action concrète et c'est pour ça que moi je suis pour une certaine régulation, même si la régulation est compliquée et je pense que la solution que évoquait aussi le gouvernement d'obliger un petit peu des jours, d'envoyer des médecins généralistes mais aussi spécialistes parce qu'il faut que les généralistes soient entouré d'experts. Et moi, je suis plus pour une sorte de semaine solidaire, c'est-à-dire comme les médecins, et là, c'est un petit peu un scandale, comme les médecins ne veulent pas, il n'y a pas de coercition, alors qu'il y en a pour les profs, pour les instituts, vous faites l'école de la magistrature, vous avez une coercition. Bon, les médecins peuvent s'installer où ils veulent, tant mieux, mais je pense qu'il faut être solidaire. Et je pense que peut-être, ce qui pourrait plaire à tout le monde, c'est cette semaine solidaire, c'est-à-dire obliger tous les médecins spécialistes et généralistes, une semaine par an, payée à l'acte évidemment, aller dans des déserts médicaux. Bon, en tout cas, on l'a compris, l'urgence, à travers votre témoignage, docteur Xavier Roy et Gérald Kierzek. Mais on en est tous conscients, que ce soit les urgentistes hospitaliers, les libéraux, bien sûr. C'est un collègue, vous pouvez saluer. Merci aussi à Ludovic Ménard qui était avec nous, directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry. Merci pour cette opération spéciale et je vous invite, quand vous êtes dans la région, à lire l'Écho du Berry, Ludovic Ménard. Ah oui, bien sûr. Et tous les jeudis, et puis sur le net, parce que absolument. La presse hebdomadaire régionale est aussi en pleine transition numérique et on va fêter d'ailleurs au mois de juin le 50e congrès de la presse hebdomadaire régionale à Paris et puis ça va être un grand barouf pour faire un grand coup de projecteur sur notre famille de presse. Bien sûr, et j'y serai et nous vous donnerons évidemment, nous partagerons cet écho. Merci Gérald Kierzek. La gagnante pour le bracelet, c'est Sandrine du Gers dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman. On se retrouve demain, la France qui reste debout, ce sera sur les commerces et les services de proximité. Patrick Sébastien, parce qu'il a un commerce aussi, sera avec nous.